J'accueille tout de suite un de nos partenaires des plus fidèles, puisqu'on organise chaque année le Hacking Health Camp à la faculté de médecine. Et depuis toujours, alors c'est un peu un emblème, parce que organiser là où les médecins apprennent leur métier à l'ancienne, on vient disrupter. Et c'est l'Université de Strasbourg qui nous accueille chaque année. J'accueille Michel de Matelin, qui est vice-président de l'Université de Strasbourg. Comment ça va ? Très bien, très bien. Heureux de voir qu'il y a du monde dans cette édition spéciale Covid. Bah ouais, on est assez content. On a autant de monde, un petit peu plus quand même que d'habitude. Non, mais bravo. Ça veut dire aussi que les gens se bougent, même surtout dans les situations comme celle-là. Donc c'est bien. C'est plutôt une bonne chose. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'Université de Strasbourg ? Il n'y a pas que la faculté de médecine, c'est quand même un grand campus. Non, c'est assez grand. Peut-être dire aussi que je suis par ailleurs directeur d'un institut à Strasbourg qui est ICUBE, qui est une structure de recherche de 700 personnes, très investie sur les technologies médicales. Et c'est rattaché à l'université ou... Oui, ouais. Et au CNRS. Et au CNRS. Du coup, cet événement, je pense qu'il y a l'un ou l'autre des membres du laboratoire qui doivent y participer. Tout à fait. Et puis dans les années avant aussi. L'université est évidemment, comme tu le dis, assez grande. C'est plus de 50 000 étudiants. Mais en médecine, une grosse fac de médecine. Mais un sujet comme le Hacking Health, ça touche pas que la médecine. On voit bien qu'il y a toutes sortes de secteurs qui s'intéressent à la santé. Et puis le développement des technologies qui vont avec, c'est quand même le travail des étudiants dans les écoles d'ingénieurs, dans les facs en sciences appliquées. Voilà, l'événement fait partie un petit peu de la stratégie d'université où on essaie de promouvoir l'entrepreneuriat au maximum. Ouais. Donc on a un programme étudiants-entrepreneurs, on a plus de 250 là, étudiants qui ont un statut particulier, qui développent leur entreprise pendant leurs études. Comment ça se passe ça ? En fait, ils ont un curriculum aménagé, ils ont une aide financière d'ailleurs pour l'accompagnement et ils peuvent garder le statut d'étudiant. Donc quand même, création d'entreprise, c'est un peu aventureux. C'est pas mal de garder sa sécurité sociale étudiante, ce genre de choses. Et donc il y a un accompagnement. Donc on a un service dédié avec une équipe qui fait des formations spécifiques sur ce qui a trait à l'entreprise. On a fait du coaching. Donc c'est un programme qui croît. C'est Pépite et Téna, je ne sais pas si... Ouais. Je les connais. Et justement, j'avais intitulé cette entrevue de chercheurs à entrepreneurs. On a quand même pas mal de chercheurs qui viennent au Hacking Health Camp, mais qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui ont des idées, ça c'est bien, et qui dans leur recherche et dans leur quotidien identifient des problèmes et profitent du Hacking Health Camp pour trouver des prototypes de solutions. Mais demain, le mettre en œuvre, passer au monde de l'entreprise, c'est un autre monde. Ça a toujours été assez opposé, le monde de l'université et le monde de l'entreprise. Comment tu vois la chose et comment on passe de chercheur à entrepreneur ? Oui, je pense que dans une image que je pense être dépassée de l'université, il y avait une forme d'antagonisme peut-être, où le mot entreprise à l'université était un gros mot, j'en sais rien, mais ma vocation, moi, quand je suis en tant que vice-président, relations avec le monde socio-économique, valorisation, je m'occupe du transfert de technologie, c'est de changer ça, cet état d'esprit. Donc à l'Université de Strasbourg, en tout cas, entreprendre n'est pas un gros mot et entreprise n'est pas non plus quelque chose de tabou. Donc comment on peut devenir chercheur et comment on est chercheur et qu'on peut, en tant que chercheur, devenir entrepreneur ? Moi, je pense qu'un bon chercheur doit avoir beaucoup de curiosité quand même, et avoir un petit peu un goût de sortir des sentiers battus. Parce que sinon, un peu dans la reproduction... de la recherche classique. Je pense que si on veut être innovant dans la recherche, c'est bien d'aller voir ailleurs. Et il y a quand même des qualités chez un bon chercheur, qui vont bien avec un bon entrepreneur. Après, souvent, ce qui fait le chercheur se dit que c'est pas pour lui, c'est qu'il ne connaît pas bien. Il ne connaît pas le domaine, le monde de l'entreprise. Il ne sait pas comment on peut passer d'un labo à une entreprise sans que ça soit si compliqué que ça.
Moi, personnellement, j'ai créé une start-up, donc par curiosité, je me suis dit, tiens, je voudrais quand même que je vois comment ça marche. Bon, en fait, il n'y avait pas que ça. Et ça faisait quand même... Je fais de la robotique médicale à titre personnel, donc j'ai développé des robots, mais ils restaient dans des placards. Et je me suis dit, si je veux quand même qu'ils servent un jour, et pas juste à faire des publications, mais qu'on les voit réellement opérer des gens, il faut que ça passe par une entreprise. Le labo académique, il s'arrête à un moment donné. On fait la publi, on fait les essais sur un mannequin, on va peut-être faire des brevets, mais après... c'est pas au concret, quoi. Après, à un moment donné, pour faire des essais il faut passer à l'entreprise. Et donc, on fait tout à l'université aujourd'hui pour aider le chercheur à aller jusqu'au bout. Donc... typiquement, avec Connectus, qui est une société d'accélération de transfert technologique qui travaille avec l'université, donc l'université est actionnaire, on a des programmes de maturation, c'est-à-dire que quand le chercheur a fait ses premiers prototypes, a montré que ça avait un potentiel, on a la possibilité de breveter, de payer d'ailleurs le dépôt de brevet. De manière, on dépose une centaine de brevets là, chaque année à l'université. Là. Et puis, on peut financer son développement de prototype dans une phase de maturation s'il y a un projet d'entreprise derrière. Et donc, il y a une cinquantaine de projets pour pas loin de 4-5 millions d'euros chaque année qu'on finance pour aller vers la preuve de concept et aller vers l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, j'essaye à mon niveau de pousser au maximum. Ouais. Et après, c'est pas qu'une question de passer à l'entreprise, c'est aussi une question d'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, le chercheur doit collaborer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de collaborer. Quelqu'un qui va lui dire, faut faire de l'argent maintenant, faut embaucher une secrétaire. Après, ça, c'est vrai que c'est la partie qui n'est pas la plus simple, puisque le chercheur, imaginons que le chercheur a une très bonne idée, qu'il a réussi à la breveter, que ça donne, qu'il y a un produit, un marché, qui sait, des gens qui croient. Pour créer l'entreprise, il faut une équipe. Là, comme tu le dis bien, il faudra peut-être quelqu'un qui ira vendre le produit. Il faut quelqu'un qui aille chercher de l'argent chez des investisseurs. Et alors là, c'est un petit peu un métier. Alors, il y a des chercheurs doués pour ça, mais ils ne le sont pas tous. Donc, et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur non plus. Non. Donc, on a un incubateur à Strasbourg qui est le CEMIA, qui travaille avec Connectus et qui, justement, a fait une starter class qui prend des promos, je crois, 3 ou 4 promos maintenant par an. Donc, on est pas loin d'une centaine d'apprentis entrepreneurs dans les starter classes à Strasbourg, où justement, ils découvrent que voilà, c'est un travail d'équipe. Et à travers le CEMIA et aussi le projet que Connectus développe aujourd'hui avec un financement du PIA, il y a aussi la mise en relation avec des potentiels coéquipiers dans le projet d'entreprise. Donc on essaye aussi de faire venir des business angels, des gens un peu d'expérience qui peuvent accompagner le chercheur au-delà du développement du produit, de la pré-industrialisation. Comment accompagner vers l'industrialisation. Ouais. Et puis, à un moment donné, voilà, soit le chercheur saute le pas, on en a quelques-uns quittent l'université temporairement. Il y a des statuts qui font qu'on peut rester chercheur dans son labo et continuer à bosser dans l'entreprise. Hein, c'est faisable, ouais, c'est faisable aujourd'hui. Avec la loi Pacte, on peut être à mi-temps dans une entreprise, à mi-temps dans son laboratoire. Donc, à la limite, d'ailleurs, il vaut mieux aussi garder la connexion avec la recherche. Et puis, à un moment donné, c'est des choix personnels. Ouais. Et c'est sûr que si on veut que ça se développe, si ça dépend des technos, mais si c'est quand même avec des gros investissements, ça va passer à une autre échelle. Et là, il y a peut-être d'autres investisseurs qui viendront. Et puis le bébé, voilà, faudra peut-être un jour couper le cordon. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait une erreur de dire que c'est pas pour moi parce que je sais pas comment ça marche. Il faut plutôt prendre rendez-vous avec. Et puis ça peut être d'autres formes. On en parlait avec Michel Pinger hier. Il y a des collaborations avec l'extérieur, une entreprise ou un entrepreneur qui vient, qui propose de créer l'entreprise. Et puis le chercheur reste chercheur, mais est au board, comme on dit, de l'entreprise pour accompagner. On a effectivement, il y a des projets où ce n'est pas que le chercheur qui a tout développé, donc c'est venu d'un effort conjoint, en particulier dans le cadre de thèses CIFRE. Hein, il y a pas mal de doctorants aujourd'hui qui font des thèses en entreprise et qui en font certains en start-up. Ouais.
Et du coup, il y a une co-construction de la recherche. On est dans un projet collaboratif au début et il y a peut-être des créateurs d'entreprises qui sont eux-mêmes avec un background de chercheurs ou d'ingénieurs qui sont dans le projet. Donc oui, ce cas de figure est aussi fréquent. Donc bon, là, on fait appel à l'expertise du chercheur. Et dans la politique générale d'université, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un coup de boost sur la culture de l'entreprise dans l'université? C'est-à-dire qu'au-delà de former des chercheurs, on les forme aussi au monde de l'entreprise. Oui, alors c'est pour qu'un jour ils puissent faire la bascule ou pas? Comment faire pour rendre les chercheurs plus... alors pour l'instant, c'est vrai qu'on s'attaque beaucoup aux plus jeunes, aux étudiants, parce qu'on se dit qu'ils ont peut-être... ils sont plus prêts encore à se remettre en question. Après, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas c'est pas une question d'âge, se remettre en question. C'est une attitude dans la vie. Donc c'est vrai que vis-à-vis des étudiants, on a beaucoup de programmes. Là, entre autres avec l'entrepreneuriat, on a monté des modules qu'on déploie dans différentes facs. Donc on peut faire... les écoles d'ingénieurs aujourd'hui ont des modules sur l'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose qui, depuis quelques années, se déploie assez largement dans l'université. Donc... pour les chercheurs, on fait un événement. Alors cette année, on ne pourra pas le faire parce que à cause du Covid, mais depuis 2 ans, on a un événement, on fait Génération Startup, qu'on fait toute une journée à destination communiquée vers les chercheurs. Alors on avait fait le Deep Tech Tour et passé à Strasbourg, un gros succès là, début d'année. Et on avait pas mal de chercheurs qui sont venus. Donc on essaye de faire de l'événement. Et puis les hackathons. Donc c'est pour ça d'ailleurs, si l'Université Strasbourg est sponsor de cet événement, qui est d'ailleurs une super réussite chaque année, c'est parce que c'est un événement qui permet de rendre concret un petit peu ce que c'est la créativité, l'entrepreneuriat, d'une manière un peu sympa. Et en équipe. Qui donne des résultats, parce qu'on a quand même des chercheurs d'université. Oui. D'ailleurs, là, je viens de signer une licence de brevet de quelqu'un qui avait fait qui était ici il y a 1 an ou 2. Donc, ça marche. Ça marche. Je peux dire que ça marche. Donc. Au niveau justement de ces étudiants qui participent au hackathon, on essaye de plus en plus chaque année de faire venir des gens de la fac de médecine. On a un peu de mal. Encore une fois, c'est aussi une question de culture. On parle de médecine, mais pour les médecins, c'est pas eux de faire de la tech. Il y a des gens qui sont là pour ça. Est-ce qu'aussi, il n'y a pas que la culture d'entreprise, mais aussi la culture du numérique qui doit s'insérer partout dans les strates de l'université, quelle que soit la matière qu'on fait? Alors oui, là, je pense que tu prêches un convaincu, c'est sûr. En plus, étant moi-même dans le domaine du numérique, donc là, l'université... alors c'est marrant parce que quelque part, c'est un effet... il y a des effets positifs quand même dans l'affaire du Covid. C'est que ça nous fait sauter on a fait un saut quantique sur l'usage du numérique dans l'université grâce au Covid. Il n'y a pas eu le choix puisqu'il fallait quand même déporter à peu près tout. Et de toute façon, avec une rentrée qui risque quand même d'être un peu spéciale, je pense que le numérique... naturellement devrait logiquement s'installer un peu partout, et cette culture, elle ne doit pas rester dans les écoles d'ingé ou dans les IUT ou les facs d'informatique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le numérique? On est en train de développer un module sur la science des données qu'on voudrait déployer dans tous les masters. C'est-à-dire qu'on fait un master en chimie, sciences de la vie. Il y aura un module complet, intelligence artificielle, sciences des données, puisque on peut pas... ne pas maîtriser la donnée aujourd'hui. Ne pas maîtriser la donnée, et même si on est dans une science peut-être avec une base expérimentale, il y a quand même beaucoup aujourd'hui de choses qui vont se faire en post-traitement sur les données acquises. Et donc cette culture-là, on est en train de la mettre en place. En plus, l'université a ouvert cette année, juste en janvier, son data center flambant neuf, donc qui est le plus beau d'ailleurs de la région aujourd'hui,
plus grosse capacité et de calcul. Donc on est plutôt armé pour accompagner aussi le développement de l'IA dans l'université. Donc on a un programme IA, donc qu'on essaye de pousser un peu avec un nouveau diplôme qu'on a créé à Télécom Physique Strasbourg en sciences des données IA qui a ouvert il y a un an, là, qui va sortir une promo dans un peu plus d'un an. D'accord. Donc on est, oui, c'est sûr. Il y a aussi des transversalités de collaboration, parce qu'on pourrait très bien avoir des gens qui travaillent avec les matières technologiques, qui travaillent avec les médecins. Est-ce que tu as prévu aussi de croiser certains masters? Justement, on est dans les locaux, je ne sais pas si tu as dû présenter les locaux de ton studio, mais l'IHU Strasbourg, c'est justement une de ces structures intermédiaires mixtes, dont les fondateurs, dans les fondateurs, il y a l'université, il y a INRIA, mais aussi l'hôpital. Donc, et l'IRCAD, donc on est dans une structure qui a la vocation d'être à la croisée, où moi, mon équipe de recherche de robotique est juste à l'étage, ici un peu plus loin, et un étage plus bas, il y a une salle d'opération, et un étage au-dessus, il y a des salles d'expérimentation. Donc c'est clairement cette mixité qu'on cherche à créer à Strasbourg. Donc on a plusieurs instituts qui ont amené leur labo de recherche en ingénierie ou en IA dans l'hôpital. Et moi, je crois beaucoup, les chirurgiens, médecins, ils sont face aux patients toute la journée. Si on veut pouvoir discuter avec eux, il faut aller s'installer chez eux. Ils vont pas venir. Ils vont pas venir au milieu entre deux visites de malades. Voir une équipe de chercheurs. Donc c'est aux chercheurs de faire l'effort. Donc c'est un peu la stratégie qu'on a déployée depuis des années à Strasbourg, avec le campus ici des technologies médicales, où on amène finalement les chercheurs dans l'hôpital, avec une certaine réussite d'ailleurs. Oui, bon, super, bravo. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait donner un exemple de belle entreprise, ou en tout cas start-up qui a émergé de toute cette structure? Là, il y a Visible Patient. Je pense que c'est juste en plus très visible. C'est le cas de le dire, mais visible aussi avec le Covid. Bon exemple émergé en plus ici au sein de l'IHU et qui est d'ailleurs qui travaille avec mon laboratoire. Dirigé par Luc Solaire, qui était présent au Hacking Camp en 2016. Oui, on fait de l'IA dans les projets de c'est presque plus une start-up d'ailleurs, à la vitesse où ça grossit. Là, ça va. C'est un très bon exemple. Voilà. Ouais, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Michel de ta venue sur le plateau. Sébastien, merci. Et puis on espère continuer à collaborer je serai encore ensemble. là l'année prochaine. Merci beaucoup.